Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet, on va débriefer ensemble le sujet de Central PSI. Alors le système, c'est un tour de fosse pour le reprofilage de roues ferroviaires. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un système qui permet en fait de réajuster la révolution, la géométrie des roues ferroviaires. Donc c'est les roues qui vont être sur les trains, l'usure, etc. Des fois, on perd un petit peu en perfection de volume, donc il va falloir qu'on réajuste ça. Donc c'est un système qui permet d'usiner, c'est-à-dire d'enlever de la matière pour à chaque fois faire en sorte qu'on ait une forme bien cylindrique de révolution. Du coup, c'est une étude d'un outil de maintenance des trains. On vous montre comment est-ce que c'est réalisé. On vient venir mettre le wagon ou la motrice sur des rails et puis un dispositif d'usinage. Donc l'usinage, c'est un procédé de fabrication par enlèvement de matière, ce qu'on appelle le reprofilage avec un tour de fosse. Un tour, c'est une machine d'usinage qui, comme son nom l'indique, va utiliser le fait qu'on fasse tourner une pièce. Donc la pièce qu'on veut usiner, la pièce sur laquelle on va emmener de la matière, elle va tourner. Et puis il y a l'outil qui va racler la matière, ce qui permet de générer des volumes de révolution. Donc le tour, c'est un procédé d'usinage qui marche bien pour les volumes de révolution. Au départ, il y a une deux questions qu'on rencontre souvent dans les sujets de concours, notamment au début, où on fait calculer des durées, l'utilisation de la méthode. Donc là, l'idée, c'était de comparer des durées, le gain de temps entre les procédés, etc. Bon, alors je ne vais pas prendre le temps de corriger cette partie-là. Je pense que c'est des choses que vous pouvez retrouver tout seul. Alors, c'est des questions qu'il faut quand même réussir à maîtriser. L'idée, ouais, c'est de détailler par des petits points à la limite, et puis on calcule la différence de durée d'usinage. L'usinage, c'est un procédé d'enlèvement de matière où on fait tourner la roue qu'on va vouloir reprofiler. On va étudier le dispositif qui fait tourner la roue. Donc on vous donne la description fonctionnelle et structurelle de ce dispositif-là. Donc là, c'est la vue de face, dans le sens où l'axe qui sort du plan, c'est l'axe de déplacement en fait de la voiture qui va être constitué de la roue à reprofiler. Donc l'essieu, c'est ce qui va tourner, et l'essieu va être solidaire en fait des roues. Donc là, vous avez la roue à reprofiler. Et puis, vous avez les différents rails, d'accord. Vous avez un rail rétractable, donc pendant le levage, la modélisation retenue. Donc il y a un rail qu'on va pouvoir bouger ici. Vous avez un vérin hydraulique qui permet de lever la voiture. Donc la modélisation retenue elle est donnée à la figure 3. La liaison entre la voiture et le bâti est modélisée par un encastrement, entre la roue et l'essieu par un encastrement aussi. D'accord. Donc là, on suppose que tout est fixe l'un par rapport à l'autre. Là, vous avez un diagramme de définition de bloc. Bon, sur cette étude-là, on va vous étudier la modélisation du dispositif de mise en rotation de la roue. Donc, c'est un dispositif qui va mettre en rotation de la roue pour pouvoir enlever la matière. On fait référence au diagramme de définition de bloc de la figure 4, donc qui est juste au-dessus. La figure qui va vraiment nous aider, c'est la figure qui est donnée en annexe. L'annexe figurant sur le document réponse détaille la modélisation de l'hypothèse retenue pour ce dispositif et le paramétrage utilisé. Donc moi je pense que vraiment c'est cette figure-là qui va être importante pour la suite. Le schéma cinématique. Alors le schéma cinématique, des fois il peut être un peu trompeur sur certaines liaisons, notamment pour les liaisons qu'on va retrouver. Quand on regarde ici, là on voit qu'on a un cylindre de révolution, enfin c'est le solide RE1, celui RE2 aussi, la roue 3 aussi. Donc on va dire qu'on a un contact extérieur entre deux cylindres de révolution. Alors un contact extérieur entre deux cylindres de révolution, contact intérieur entre deux cylindres de révolution qui ont le même diamètre, ça fait une pivot glissante. Un contact extérieur entre deux cylindres de révolution qui n'ont pas forcément le même diamètre, ça revient à avoir un contact linéique. Ça revient à avoir une liaison cylindre sur plan, ou linéaire rectiligne. Alors sur la vue de droite, c'est comme si vous regardiez comme ça, d'accord? Parce que le Y il sort de la feuille ici. Si on se contente de regarder la figure, c'est ce choix de modélisation qui peut générer une différence. Après, pour les autres liaisons, il n'y a pas de souci. La façon dont elles sont présentées sont conformes à ce qui est décrit ici. Et les pivots, alors là, on voit qu'il y a les moteurs. Donc en fait, il y a deux moteurs d'entraînement. Donc sphérique, pivot glissant, sphérique, pivot. Les hypothèses qui sont faites dans l'énoncé, qui sont importantes. Donc là, on vous dit qu'il y a les moteurs. Là, on vous dit qu'on va s'intéresser à l'hyperstatisme. Et première hypothèse importante, c'est qu'on va considérer que les solides 1, 2 et SRE sont solidaires du bâti, parce que ça ne génère pas de degré d'hyperstatisme non plus. Là, vous pouvez mettre un symbole du bâti. Voilà. Donc toute la partie droite, on oublie. Donc on va regarder que la partie de gauche. Maintenant, il faut faire la modélisation. Donc,
pour déterminer l'hyperstatisme. Donc là, on vous demande de détailler le nombre de mobilités. Donc ça veut dire qu'il faut alors l'intuiter, mais le détailler correctement en précisant les solides considérés par les mouvements liés aux mobilités et si c'est possible, de préciser les axes de rotation pour les rotations, les directions pour les translations. Et puis utiliser correctement la formule d'hyperstatisme. C'est intéressant de faire ces exercices-là parce que justement, il y a la question qui suit après où est-ce que je vais considérer le roulement sans glissement ou pas? Est-ce que ça va changer le degré d'hyperstatisme? On peut déjà un petit peu anticiper la réponse à ces questions-là. On a vu dans les TD qu'on a fait, notamment dans le pont roulant, là, dans le TD7, on a vu que si on considérait les hypothèses de roulement sans glissement ou non, ça ne changeait pas le degré d'hyperstatisme. Par contre, ça pouvait changer les mobilités, mais ça compensait en rajoutant des inconnus. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de modification. Donc on va regarder le corrigé sur ce graphe de liaison. Donc il y a les pivots, il y a les sphères plans. Les pivots, elles sont là. Les sphères plans, c'est ce qu'on a ici. D'abord, hypothèse, on va considérer les liaisons parfaites d'un point de vue géométrique, c'est-à-dire que les géométries on les suppose parfaites, mais aussi d'un point de vue du frottement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire que là, on ne peut pas considérer qu'il y a roulement sans glissement, bien entendu. Ça veut dire qu'il faudra être conforme à ça quand on va compter les mobilités. Alors le nombre cyclomatique, on peut le calculer comme ça, le nombre de liaisons, le nombre de solides en comptant le bâti, donc il faut enlever 1 à S. Ça fait 2 boucles, après on le voit directement, une boucle, une deuxième. Les équations cinématiques, 2 boucles, donc 2 fois 6. Alors là on peut se poser la question, est-ce qu'on se met dans le plan ou en 3D? Si on vous précise rien, il faut se mettre en 3D. EC c'est 2 fois 6, les pivots, on a une seule inconnue, les sphères plans, on a 5 inconnus, il y en a 2, voilà, donc on a 13 inconnus. Alors les mobilités, le fait qu'on compte les utiles ou les internes, c'est un petit peu subjectif. Alors habituellement, les utiles, on les rattache plutôt au moteur. Ça peut être une façon de compter assez facilement les mobilités utiles. Et puis tout le reste, ce sera plutôt les mobilités internes. D'accord? Donc là, on voit qu'on a 2 moteurs. Donc voilà, il y aura déjà 2 mobilités utiles. Et sachant que on n'a pas de roulement sans glissement. On va reprendre ce schéma-là. Donc à ce niveau-ci, on vous dit qu'on va modéliser ça par une liaison ponctuelle. Si je prolonge mon axe, si je prolonge cet axe-là, en fait c'est comme si j'allais avoir une liaison ponctuelle. Là j'ai représenté ma liaison ponctuelle. Ça c'est le lieu d'invariance de la liaison ponctuelle. C'est-à-dire que quels que soient les points là, sur cet axe, le torseur cinématique aura la même forme. Enfin, on sait que le torseur de liaison ponctuelle, il autorise toutes les rotations. Ce point-là, il est à l'intersection entre le lieu d'invariance de cette pivot et le lieu d'invariance de la ponctuelle. La pivot, son axe de rotation, c'est celui-là. Là en rouge, je vais dessiner la ponctuelle. Autour de ce point-là, c'est toutes les rotations passant par ce point. Forcément, il y en a une qui est commune à la jaune. Autrement dit, si j'ai une ponctuelle ici, elle peut tourner sur elle-même. On le voit encore avec le petit raisonnement qu'on a fait là. Donc ça, c'est les deux mobilités utile pour la route. Ce que je peux faire, c'est même prolonger ce trait-là. De l'autre côté, on a la même histoire. Là, on aura une ponctuelle qui va passer comme ça. On a l'axe de rotation de la roue 3 par rapport à 0. Et là, on voit qu'il y a un point intéressant dans lequel je pourrais exprimer tous les torseurs cinématiques, c'est celui-là. On voit bien que je vais avoir aussi une rotation permise de 3 par rapport à 0 tout seul. Et donc si on fait le décompte, on trouve un degré d'hyperstatisme de 2. Après, avec la méthode statique, il n'y a pas de différence. Ce qui va changer, c'est les inconnus. 2 pivots, ça fait 2 fois 5, ça fait 10. 3 pivots, excusez-moi, donc ça fait 15. Et une inconnue statique pour chaque sphère plan. Donc on fait 17 en tout. Et pour les isolements possibles, on a 3 solides sans le bâti, donc 3 isolements possibles fois 6 équations, on est en 3D, 18 équations. Et puis on trouve bien de degré d'hyperstatisme de 2. Alors je peux peut-être éventuellement rajouter le cas où on rajoute du roulement sans glissement. Je vais le faire en méthode statique. S'il y a du roulement sans glissement, ça va être en I1 et I2. Donc ça va concerner les deux liaisons sphère-plan. Et on a vu que quand il y a du roulement sans glissement, sur une liaison sphère-plan, ça rajoute une inconnue statique. Donc là, IS, ça va être égal au nombre d'inconnues statiques sans hypothèse de roulement sans glissement, plus 2 fois 1, une inconnue statique par sphère-plan. Et donc ça fait 19. Les mobilités maintenant. S'il y a roulement sans glissement, ça veut dire que la vitesse de rotation de la roue 1 est liée à la roue 3 et la vitesse de rotation de la roue 2 est liée à la roue 3. Autrement dit, il suffit de tourner la roue 3 pour entraîner roue 1 et roue 2. Donc au lieu d'avoir 3 mobilités, j'en ai plus qu'une. Par contre, les équations statiques, c'est toujours pareil, 18. Et la mobilité cinématique, j'en ai plus qu'une. On trouve H égale 2, toujours. En cinématique, le nombre d'inconnus cinématiques, lui, il ne change pas par contre. C'est toujours le même. Donc là, on avait 13. Par contre, c'est le nombre d'équations qui change. Le nombre d'équations, c'était le nombre d'équations de départ, donc 12, plus les équations complémentaires. Et en fait, on aura une équation complémentaire par roulement sans glissement. C'est ça qui fait 14. Prouve la même chose qu'en statique. La question qui est en dessous, elle est liée à ça. Il fallait exprimer les conditions de roulement sans glissement. Donc la difficulté, c'est d'identifier le point de contact. Donc là, on vous le donne.
Et puis les solides concernés qui sont en contact l'un par rapport à l'autre, hein. Donc c'était RE1 par rapport à 3 et RE2 par rapport à 3. Et donc là, on vous en fait déduire le nombre de mobilités, les degrés d'hyperstatisme. Alors ça, c'est parce que vous allez obtenir deux relations. Et là, on va bien les voir, ces deux relations-là. Vous voyez, on vous détaille uniquement ce qui se passe pour R1. Donc c'est le contact entre 3 et R1. On décompose le mouvement. Après, on change de point pour traduire chacun des mouvements. Alors ce sont deux mouvements de rotation. Donc quand on a des mouvements de rotation, le mieux c'est de faire un changement de point et de passer par un point qui est caractéristique du mouvement de rotation, c'est-à-dire un point qui appartient à l'axe de rotation. Donc là, en l'occurrence, pour le mouvement 3 par rapport à 0, on peut partir par O3. Pour le mouvement de R1 par rapport à 0, on passe par O1. Là, ça nécessite peut-être de retourner voir le paramétrage qui est donné en annexe. O3, c'est un point de l'axe. O1 aussi, c'est là qu'on va avoir besoin du paramétrage. D'accord, on a besoin de IO1, IO3. Alors vous voyez, on vous donne qu'une seule projection, parce que finalement, avec le produit vectoriel, ça doit se simplifier. Voilà, donc on obtient une relation en plus. Et puis la même chose. Alors après, une fois qu'on a trouvé pour RE1, on en déduit la même chose pour RE2. Donc ça ajoute deux équations cinématiques, c'est ce que je vous ai détaillé au-dessus. C'est les équations complémentaires. Deux équations cinématiques qu'on rajoute ici, ça correspond bien aux équations complémentaires. C'est celle que je vais surligner. Donc il y a celle-ci et il y a celle-là. Alors, question qui suit, est-ce que dans ces conditions-là, on peut calculer les couples CM1 et CM2? Alors en fait, c'est lié à la mobilité, c'est pas lié à l'hyperstatisme, mais on pourrait s'attendre à ça. C'est qu'en fait, si on avait trois mobilités, finalement les couples sont indépendants. Question 4. Du fait qu'on n'ait plus qu'une seule mobilité, et du coup les couples, je ne pourrais pas les déterminer indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas imposer un moteur indépendamment l'un de l'autre. Qui suit, maintenant on va s'intéresser plutôt à une partie énergétique. Il me semble que c'est ça. On va regarder donc. Là, on va s'intéresser à la motorisation. Donc là, si vous regardez, on a le détail de la chaîne fonctionnelle, la chaîne d'énergie. Hein. Donc on part du variateur jusqu'à l'effecteur, la roue qu'on va usiner. Hein. Donc on a les deux chaînes fonctionnelles des deux moteurs. On vous donne